Je voudrais commencer cette vidéo en adressant un immense merci à tous ceux et celles qui ont fait dépasser la barre des 1000% de financement pour le jeu de société Vive la France. Grâce à vous, on a pu rajouter et on va pouvoir rajouter plein de nouvelles contreparties gratuites pour tous ceux qui ont précommandé le jeu. Si vous souhaitez vous le procurer, le lien est en description. Sur ce, bon épisode. Je suis pas content, il y a le chômage qui arrête pas d'augmenter. Oui, le chômage! Ah ben voilà, je vous sens venir. Ah, vous allez encore me dire, oui, mais tu racontes n'importe quoi. Moi, j'ai lu l'article du Point d'hier qui dit que le chômage en France, il a baissé dans des proportions sans précédent. Ah bah... c'est sûr que des trucages de chiffres comme ça, c'est relativement sans précédent, oui. Non mais les gars, il faut lever le pied un peu, hein, parce que là, vous êtes un peu tout seul dans la combine. Même BFM TV, depuis cette semaine, ils modèrent. Ouais, ils ont dit, les chiffres, ils sont bidonnés. Hein, bah vous faites ce que vous voulez, le Point. Mais d'où si tu veux, on n'a pas envie de se le prendre dans la gueule, donc on va commencer à dire la vérité aux gens. Dose homéopathique, une fois par semaine, mais on essaye. Non mais c'est pas bientôt fini, les conspirationnistes de BFM TV, hein, de balancer des fake news comme ça, comme quoi les chiffres, ils seraient un peu arrangés. Non mais oh, c'est pas les chiffres qui sont arrangés, c'est la société française qui évolue, qui progresse, qui se met en marche, qui se modernise. Et c'est pour cette raison que de nombreuses professions, totalement inutiles par ailleurs, vont pas tarder à disparaître, comme nous l'explique très bien le député LREM Sacha Houlié. Pourquoi le nombre d'avocats va baisser? Parce que précisément, la profession va profondément évoluer. Ce que l'on fait aujourd'hui en contentieux de masse n'existera plus parce que les algorithmes les font bien mieux que les avocats. Et les avocats, ils vont se spécialiser comme le sont les infirmiers dans l'accompagnement spécialisé sur des cas qui sont typiques et qui font qu'ils demeurent essentiels, mais pas dans le nombre dans lequel ils sont aujourd'hui. Ah ouais, ah carrément, t'es un optimiste toi. Mais dis-moi, je me demandais un truc. Est-ce qu'on pourrait pas non plus remplacer les nuisibles dans ton genre par des algorithmes? Oui, parce que si c'est pour appuyer sur un bouton comme un bouton, je veux dire, un robot il sait le faire aussi, hein. C'est pas parce que vous êtes des automates que ça s'applique à toutes les professions. En plus, c'est vachement faux cul votre truc, parce que moi, quelque chose me dit, mon petit doigt complotiste probablement, que quand on aura d'ici 10, 15 ans commencé à remplacer une partie des avocats par des algorithmes, une partie des médecins par de l'intelligence artificielle et des robots, quelque chose me dit, étrangement, hein, que quand vous vous ferez prendre, je sais pas, la main dans le sac ou la main dans le slip, hein, vous aurez pas recours à des algorithmes pour vous défendre. Non, je pense que ce sera plutôt les avocats les plus chers de la place de Paris. Je me trompe? Après, c'est vrai que d'un autre côté, il y en a marre de toutes ces professions parasitaires qui servent à rien, qui vivent comme des rois, hein, et qui nous emmerdent, à l'image des agriculteurs. Aujourd'hui, un tiers des agriculteurs touchent 350 € par mois. Oui. C'est la moitié de l'allocation de droit d'asile. C'est le tiers du RSA. Monsieur mais est-ce que vous vous rendez compte? Je veux dire, comme réussite, il y a mieux. Non mais attendez, oui, parce qu'effectivement... Alors qu'il y a quasiment plus d'agriculteurs. Oui, leur gain de productivité... Et je ne parle pas des suicides, hein, pour ne pas faire dans le misérabilisme. 200 par an. Non, d'accord. Merci. Je reconnais, je vous assure que j'en suis conscient. Il y a des drames qui se vivent dans l'agriculture et il y a effectivement un bon tiers, voire une moitié, si on les ramène à ce que c'est qu'un SMIC horaire. Mais un agriculteur ne peut pas être comparé à un salarié. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas à comparer. 350 € par mois, oui, la moitié de l'allocation de droit d'asile. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Comme ça. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais il y a des agriculteurs, c'est pas la majorité de ceux qui gagnent 350 €, mais il y en a qui gagnent 350 € et qui vivent bien. Parce qu'ils capitalisent. Bravo. Alors là, j'applaudis bien fort parce que regarde la tête d'Éric Zemmour. Réussir à dire un truc tellement de droite qu'il est choqué, félicitations. Du coup, Frédéric Descrozaille, quand t'auras 2 minutes, hein, vu que visiblement t'as des tutos au repas de seigneur pour vivre comme un roi avec 350 balles, t'en profiteras pour donner des cours à ta pote députée, là, qui est condamnée à bouffer des pâtes alors qu'elle gagne 5000 balles par mois. Après, c'est vrai que d'un autre côté, dans l'avenir, on aura de moins en moins besoin de travailler, parce qu'on aura de moins en moins besoin de cotiser. Et pourquoi? Grâce à notre magnifique réforme des retraites, qui va tous faire de nous des retraités heureux et pleins aux as, bien évidemment. Quoi, vous me croyez pas? Mais j'en ai marre de prêcher des complotistes, moi. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir l'étude d'impact du gouvernement? Ils se sont emmerdés à faire une étude d'impact pour nous montrer comment tout ça, ça va se mettre en place. Oui, celle que tous les médias ont dit qu'elle était complètement bidonnée. Et alors?
C'est quand même une étude d'impact. Eux, ils sont sûrs de leur étude. Ah bah attends, tu m'étonnes qu'ils sont sûrs. Ils sont tellement sûrs qu'après avoir utilisé le 49.3 pour faire passer la loi en force, La République En Marche vient d'interdire la tenue d'une commission parlementaire qui devait vérifier la fiabilité de cette étude d'impact. Quand est-ce que vous commencerez à comprendre que tout ça, ils le font pour notre bien? Et même le 49.3, ils voulaient pas au départ. Non, ils étaient obligés. C'est Gilles Legendre qui nous l'a dit. Je veux le dire à nos collègues de LFI et de GDR. Le 49.3, ce n'est pas le fait du Premier ministre. Et tu te fous tellement de la gueule du monde que même le Premier ministre en question, il baisse les yeux et t'écoute pas. Le 49.3, ce n'est pas la responsabilité de La République En Marche. Le 49.3, ce n'est pas la faute de la majorité unie et solidaire. Le 49.3, c'est vous. Allez, s'il vous plaît. C'est seulement vous. C'est entièrement vous. Oh merde, t'as vu? Les mecs au départ, ils voulaient de la démocratie, mais à cause des méchants de la France Insoumise, ils ont été obligés de pas faire de démocratie. C'est marrant parce qu'en ce moment, les gens ils paniquent beaucoup sur le coronavirus, mais j'ai l'impression qu'à l'Assemblée nationale, là, il y a une manuélite aiguë, un peu inquiétante. On m'a imposé le 49.3. Après, à titre personnel, j'aurais bien mis cette déclaration sur le compte de sa débilité congénitale, mais bon, visiblement, le mec a une estimation de son QI personnel encore plus élevée que celle de Sardoche, donc ça doit pas être ça. Sans déconner, Gilou, ça te dirait pas d'arrêter? La politique, j'entends, parce que ça ferait du bien à pas mal de gens, pis t'es pas si compétent que ça, hein? Tu n'aurais pas changé de métier, je veux dire, on est à l'époque de En Marche, on bouge, on change dans une carrière aujourd'hui. Pourquoi tu vas pas travailler avec ta femme, par exemple? Elle a un super boulot en plus, elle aura bien besoin d'aide, elle siège au directoire de la Française des Jeux. Oui, la même que vous avez privatisée. Non, pas ta femme, la Française des Jeux. Par contre, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein? Aucun conflit d'intérêt, absolument pas. Non, je dis juste que tu pourrais, je sais pas moi, songer à prendre ta retraite, par exemple. Bah, tu fais partie des quelques rares Français qui vont encore avoir le droit d'en avoir une de retraite, donc ce serait con de pas en profiter. Vous en avez pas marre de prendre les gens pour des cons et de les infantiliser à ce point-là? Parce que je veux dire, quitte à aller aussi loin dans l'infantilisation des individus, je veux dire, au moins, voilà, aller jusqu'au bout de la démarche pour les prochaines présidentielles. Et puis bon, je suis désolé, hein, ça ferait pas vraiment de différence avec les candidats officiels. Là, le Parti Socialiste, oh mon Dieu. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il vente, je suis tous les matins à la rencontre des parents d'élèves pour présenter mes propositions pour la petite enfance et l'école. Non mais Jérôme, si tu veux faire des photos pour donner l'impression aux gens que tu rencontres les gens, justement, l'objectif serait peut-être de faire une photo où il y a des gens dessus. Là, pas de prendre devant une pancarte où il y a une photo d'Anne Hidalgo, si tu veux. Hein, bon, en même temps, c'est vrai qu'il y avait peut-être personne, hein. Bah, il va pas y avoir de gens, il y a déjà plus de socialistes. Enfin, à quelques exceptions près, bien sûr, comme Anne Hidalgo qui continue sa campagne. Elle, par contre, toujours plus proche des gens et des citoyens. Comment êtes-vous venu, Anne Hidalgo? Même question, votre moyen de locomotion au jour le jour? Je suis venue en métro, voilà. En métro ce soir? La ligne 1, puis la ligne 9, et je suis... ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Vous êtes usagère régulière? Voilà, régulière, et je suis descendue ici, tout près, et je suis venue en métro. Ah merde! T'arrives pas à te souvenir quelle ligne t'as pris? Putain, ça sent l'usagère vraiment régulière. Ça fait 33 ans que j'habite à Paris. Je t'ai jamais croisé. Après, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Elle l'a vraiment pris, le métro. Ah bah attends, elle savait que les gens y croiraient pas, donc elle a demandé à son équipe de la photographier, histoire d'avoir une preuve. Tu te fous vraiment de la gueule du monde, hein. Non, c'était exceptionnel, et un point c'est tout. Voilà. Et puis d'ailleurs, LCI, c'est quoi cette musique de merde? Quand j'ai fait le montage, j'ai été obligé de vérifier qu'il n'y avait pas une pub de merde pour League Shadow Legends qui s'était lancée en arrière-plan. Je veux dire, c'est... Non, c'est normal, visiblement. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a un politicien qui fait un truc, genre prendre le métro avec les gens du quotidien, c'est tellement exceptionnel qu'ils sont à deux doigts de te lâcher la marche des Valkyries. Détendez-vous! Même Zemmour, il le prend, le métro, et sans garde du corps, lui. Alors que dans son cas, c'est un petit peu plus dangereux. Donc c'est bon, c'est pas le bout du monde pour Anne Hidalgo de réussir à poser son cul sur une banquette, même s'il doit être plus large que celui d'Éric Zemmour. Alors c'est vrai que oui, Anne Hidalgo, en ce moment, prend plus le métro qu'avant. C'était pas trop difficile, hein, vu comment elle part de loin. Savez-vous qu'à Paris, 9 Parisiens sur 10 ne prennent pas leur voiture pour aller travailler? Moins de voitures, ça fait moins de pollution. Pour une petite distance à Paris, tu peux prendre le métro ou marcher à pied.
alors certes qu'on a tendance parfois à caricaturer, ce sont des femmes et des hommes qui, pour 9 sur 10 d'entre eux, n'utilisent pas leur voiture pour aller travailler. D'accord ? 9 Parisiens sur 10 n'utilisent pas sa voiture pour aller travailler. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on adapte notre ville, non pas à la voiture qui est le modèle du passé. Le fait de posséder sa voiture individuelle tout seul, c'est plus ça le schéma. C'était le schéma des années, des 30 glorieuses. C'est plus le schéma d'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'à sa décharge, Anne Hidalgo, elle est vachement occupée en ce moment. Tu sais, c'est comme quand t'es sur ton portable, dans le métro, tu fais pas forcément attention aux stations, des fois tu les loupes. Je veux dire, en ce moment, elle est occupée, bah elle fait des calculs. Ah oui, des gros calculs. Bah elle a des petits problèmes de cosinus en ce moment, Anne Hidalgo, alors elle trouve des combines. D'ailleurs, sa dernière combine, histoire d'afficher des résultats beaucoup moins catastrophiques que ce qui sont dans la réalité à Paris, bah c'est qu'elle a décidé de comptabiliser les résidences secondaires parmi les gens de sa population. Ce qui est totalement interdit par le code des collectivités locales. Mais bon, à un moment, il faut ce qu'il faut. Sinon, bah, du côté de la République En Marche, c'est comme d'habitude, grosse présence citoyenne, grosse présence populaire. Ils sont là, parmi la population, parmi les gens du quotidien, à l'image de Gérald Darmanin. Ah bah oui, Gérald Darmanin, là, il est proche des gens. Ah bah il ne bouge même plus, parce que lui, il est candidat au municipal à Tourcoing. Voilà, et selon le journal Le Monde, qui a fliqué un peu ses déplacements, eh bien, il passerait du coup l'essentiel de son temps là-bas. Oui, il est présent moins de 1 jour et demi par semaine à Paris maintenant. Oh, après, c'est pas comme s'il avait un boulot important, genre gérer la France. Donc, après les électeurs fantômes, on a maintenant le droit au ministre fantôme. C'est merveilleux. Enfin, ministre fantôme. Ministre poltergeist, quand même. Oui, la catégorie bien casse-couille qui casse des trucs dans la Maison France. Après, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a bien évidemment des candidats à la République En Marche qui sont profondément investis pour le bien commun, particulièrement dans le domaine de l'écologie, à l'image d'Agnès Buzyn qui a promis, si elle était élue, un grand plan contre la pollution des rues de Paris. Et ça, je trouve que c'est bien. Non, mais regardez l'état lamentable des rues à Paris, avec toutes ces merdes là qui traînent par terre. On se demande vraiment qui les a mis là. Quant à Emmanuel Macron, bah, il s'est prononcé enfin sur ses municipales. Ce qu'il a dit, qu'il était passé à autre chose. Oui, c'est-à-dire qu'il a tellement conscience qu'ils vont se prendre une branlée sans précédent que pour la première fois de l'histoire de France, on a un président de la République qui passe à autre chose, mais avant les élections. C'est inquiétant. Après, bien évidemment, tout ce que je dis, ça concerne les gros candidats. Je ne jette pas la pierre aux petits candidats à la République En Marche, tous ces anonymes, issus de la société civile, qui représentent le nouveau visage de la France. D'ailleurs, le journal Le Parisien dresse le portrait type du candidat à la République En Marche à ces élections. À quoi il ressemble ? Bah, c'est un homme, en général blanc, de droite, et déjà élu par le passé. Voilà. Ça valait vraiment bien la peine de nous casser les couilles H24 avec le progrès et la diversité. Mais pour ceux qui voudraient se faire une image plus précise avant ces élections municipales, petite digression un peu plus sérieuse, vous trouverez en description de cette vidéo un lien extrêmement utile. C'est la cartographie Google de tous les faux candidats indépendants, mais qui sont en vérité la République En Marche. Oui, parce que Castaner avait essayé de faire passer une loi pour que dans plus de 90% des communes, on puisse se présenter en France sans avoir à donner l'étiquette politique à laquelle on appartient. Bien évidemment, le Conseil constitutionnel lui a dit d'aller se faire enculer, mais du coup, quand même, par précaution, une grande partie des candidats à la République En Marche ont décidé au dernier moment de se faire passer pour des indépendants. Donc, en description de la vidéo, partagez ce lien, celui qui est en dessous, et bien, vous pourrez regarder si les candidats qui sont dans votre commune ne sont pas en réalité des adhérents, des militants ou même des cadres du parti. Elle est pas belle, la vie? Allez, c'est la grande semaine du blanc. Je vais vous donner également une autre liste. C'est mon côté 39-45, j'aime bien faire des listes, c'est grand-papa qui m'a appris. Autre liste très utile que vous trouverez aussi en description de la vidéo et également à partager, c'est très important, la liste officielle, attention, semi-exclue de tous les participants au dernier dîner du siècle. Oui, la liste, elle est là. C'est pas eux qui l'ont donné, c'est les gilets jaunes constituants qui avaient une taupe et qui sont allés la piquer. Donc du coup, vous pourrez voir, il y a plein de noms sympas, vous verrez, je vous laisse décortiquer ça, des gens extrêmement intéressants, par exemple, il y a des gens de la haute autorité pour la transparence, voilà, mais qui sont beaucoup moins transparents quand il s'agit de dire qu'ils vont au dîner du siècle, par exemple. Non, là, la transparence, visiblement, il y a un rideau. Amusez-vous, faites ce que vous voulez, bien évidemment, pour
ne pas être en infraction à la loi, j'ai enlevé les numéros de téléphone des gens, mais je les ai. Voilà. Donc, non, je vais pas les diffuser. Attention. Par contre, en live, on n'est peut-être pas à l'abri d'un petit canular téléphonique. Petite livraison de pizza au gouvernement, je sais pas. On verra, on va peut-être se marrer. Quant au peuple français, eh bien lui, il n'a pas oublié ses droits acquis et ses droits à acquérir. C'était il y a 2 jours la journée internationale des droits des femmes et à cette occasion, malheureusement, on a dénombré des violences policières en surnombre, un matraquage abusif, encerclement injustifié, gazage, arrestation totalement arbitraire. Heureusement, Marlène Schiappa était là pour réagir. Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport et dans ce rapport, il est indiqué que manifestement le tracé de la manifestation n'aurait pas été respecté d'après ce rapport et que par les manifestants. C'est ce qui est dit dans ce rapport et que ça aurait occasionné les faits que l'on voit là sur les vidéos. Ok, putain, non, alors, je suis désolé mais il faut qu'on parle. Les Corses, il faut qu'on parle. Non mais je sais, je m'attaque jamais à vous parce que vous faites peur, mais je veux dire là, non, c'est plus possible. Oui, je sais, vous nous avez donné Napoléon et je vous en remercie, mais là, ça commence légèrement à s'équilibrer, hein, donc il va falloir faire quelque chose. Non mais après c'est vrai, je veux dire, elles sont chiantes ces féministes. C'est quoi ces conneries là, hein? Point A, point B, c'est pas compliqué. Il fallait retenir son Marion Seclin, merde. Alors c'est là qu'il y en a plein qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe, Cabibian? Il défend les féministes. J'ai jamais taclé les féministes, j'ai taclé les féministes de Twitter pour commencer. Et deuxièmement, j'en ai rien à foutre moi, hein. Je dis juste que c'est totalement con de crier à mort la police et la police, machin bidule, parce que c'est les premières dès qu'elles se font emmerder quand on a besoin au téléphone. Ça, c'est une certitude. Mais, je veux dire, enfin, vous êtes les premiers à mettre des pouces en l'air quand je dis qu'il faut faire une union temporaire de la gauche et de la droite pour renverser cette bande d'escrocs. Si les féministes, ou Tartampion, ou l'association de pétanque des Yvelines a envie de rejoindre le mouvement, moi je suis pas contre. Et je constate qu'il y a un petit air insurrectionnel en ce moment parmi les féministes, et c'est pas pour me déplaire. Et d'ailleurs, ce petit air insurrectionnel se constate à la fois chez les gens du quotidien, mais aussi chez les célébrités, à l'image de Florence Foresti, qui s'en est pris vigoureusement à Roman Polanski lors de la dernière cérémonie des Césars. Tout de suite, la réaction en direct de Yann Moix. Ça l'arrangeait que Polanski puisse obtenir un César. Et je veux dire une chose qui me choque réellement. Non mais réellement. Qui me choque réellement, c'est que je crois qu'il y a des circonstances dans la société, dans la vie, où les humoristes ne sont pas à leur place. Je vous le dis franchement. Ah oui. Oui. Là, en l'occurrence, si on a voulu faire une soirée digne, c'est raté. C'est que intellectuellement, Florence Foresti n'est pas quelqu'un de structuré. C'est pas en accusant des juifs qu'on va pouvoir aider les femmes à sortir de cette situation infâme. Ah ouais! Ah, c'est-à-dire que tu oses encore ouvrir ta gueule à propos de l'antisémitisme en France? T'es sérieux, mon Yannou? Putain, t'as honte de rien, mon cochon. Donc on résume, il y a Foresti qui est accusé d'antisémitisme par Moix, lui-même accusé d'antisémitisme avant d'être absous par BHL. En fait, c'est circulaire, c'est ça? C'est Inception. C'est l'ouroboros de l'antisémitisme. Le serpent se mord la queue. Ça les changera des gamines. Quant à Marlène Schiappa, elle avait d'autres arguments, 2 autres, pour justifier ces violences policières. Alors le premier, c'est qu'elle a dit que c'était des militantes féministes, antifascistes et anticapitalistes. Ah ouais, ça... Et donc... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, pour avoir le droit d'être féministe, il faut obligatoirement être capitaliste. Ah d'accord! Ah c'est que vous avez mis une mise à jour dans le... que j'étais pas au courant. Et le deuxième argument, c'est de nous dire les forces de l'ordre sont en première ligne pour défendre les femmes. Oui, non mais on vient de le dire, mais les forces de l'ordre, elles sont en première ligne pour défendre tout le monde, quand il y a vraiment besoin, pas spécifiquement les femmes en fait. C'est juste que là, dans ton cas personnel, comment tu vas le défendre le truc? Excusez-moi, monsieur Bourdin, ne m'interrompez pas monsieur Bourdin, je tiens à féliciter officiellement les membres des forces de l'ordre qui, hier, ont matraqué les féministes avec la même violence qu'ils matraquent les gilets jaunes cisgenres hétéronormés de sexe masculin. Et c'est ça aussi, monsieur Bourdin, l'égalité des droits face à l'éborgnement. Ne me regardez pas! Non, sans déconner, je veux dire, elle a quand même eu une réaction positive, non? Les gens qui disent que le 8 mars ne sert à rien, c'est souvent les gens qui disent, par exemple, la Saint-Valentin, ça sert à rien parce qu'on n'a pas besoin d'une journée dans l'année pour se dire qu'on s'aime. Bravo, c'est merveilleux. Ah oui, alors là, ça va plaire à toutes les féministes, ça. Comparer une journée de lutte pour l'émancipation et le droit des femmes à une fête commerciale, c'est merveilleux.
Tu vois, c'est là où juste avant, elle disait qu'elle reprochait aux féministes d'être anticapitalistes. C'est pas incohérent avec son logiciel de merde. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, le coronavirus frappe la planète entière et dans de nombreux pays, malheureusement, les gens cèdent à la panique. Mais heureusement, rassurez-vous, il reste dans les médias français des gens qui savent, heureusement, rassurer la population. En tout cas, à chaque heure qui passe, on apprend de nouveaux cas de coronavirus qui nous interpellent parfois. Pardon, à Mulhouse. Reportage d'Isabelle Marie et Léonore Payon. Ouais, c'est là où tu vois qu'à partir d'un certain âge, quand même, le direct, hein, c'est comme pour Apathy, faudra faire un truc, parce que ça rassure pas les gens. Non mais c'est pas possible ça, déjà que les politiciens font paniquer la population, si les présentateurs télé, les journalistes, ils s'y mettent aussi, je veux dire, on n'est pas sortis de l'auberge. Hein, qu'est-ce que tu dis? Il y a des politiciens qui ont pris des mesures de précaution. Qui ça? Coronavirus, Claire au petit, oh non, se met en quarantaine. Non mais Claire, mais arrête, ça ne sert à rien. Mais non mais c'est totalement contre-productif. Déjà ça va pas changer de d'habitude, parce que, excuse-moi, hein, quand on regarde ton temps de présence à l'Assemblée nationale, ça fait 2 ans que t'es plus ou moins en confinement à rien branler. Et puis je veux dire, ça s'annonce pas comme ça. Je veux dire, c'est des infrastructures spéciales, je veux dire, c'est des locaux adaptés, il y a des dimensions. Je veux dire, c'est pas la même façon de travailler, qu'est-ce que tu fous? En plus tu risques rien, Claire. Je veux dire, si tu chopes le coronavirus, il survivra pas dans ton organisme. Mais non, mais il va crever le truc, je veux dire. Trop d'apports en nutriments, je veux dire, ça peut pas survivre. Sans déconner, Claire, je sais très bien pourquoi tu fais ça. Tu fais ça pour t'éloigner de moi, c'est ça, parce que tu ne veux plus me voir. Mais Claire, s'il te plaît, donne-moi au moins ton adresse. Claire, tu me manques. Après, malheureusement, on l'a appris, le coronavirus a touché également le gouvernement, puisque Franck Riester, notre ministre de la Culture, a été dépisté positif au coronavirus. Ah non, là je suis désolé par contre, hein. Application du principe de précaution, il y a risque de contamination à tout le gouvernement. Donc je propose une mise immédiate en quarantaine de l'intégralité du gouvernement. Voilà, pendant 40 jours. Non, pendant 40 ans. Voilà, non, pendant 49,3 années. Ah, il faut ce qu'il faut. Mais en matière de coronavirus, le meilleur exemple ne viendrait-il tout simplement pas du peuple élu? Écoutez, comme je ne sais pas si c'est excessif ou pas, je sais qu'aujourd'hui, chaque pays est libre. Évidemment, on essaye de faire que les mesures soient le plus douces, entre guillemets, possible. Douce? Non, mais c'est le mot. Dans la bouche de Meyer Habib, j'ai pas l'habitude. Mais quand tu dis douce, je veux dire, c'est douce comme... je sais pas, comme Tsahal pendant l'opération Plomb Durci ou non, je sais pas, je demande. Israël est un État souverain qui contrôle, et c'est un des seuls États à ce stade à anticiper l'épidémie. Non, c'est pas vrai. Sérieusement, Israël est un des seuls États qui actuellement anticipe l'épidémie. Mais du coup, ça fait une super raison d'y déménager définitivement, Meyer. Ça te tente pas? Non, mais sans déconner, Meyer. En plus, il est complètement antisémite, ce coronavirus. Bah oui, à cause de lui, ils ont dû annuler le dîner du CRIF. Je commence à bien l'aimer, moi, ce virus. Je suis pas content.